Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Je vais d'abord, en ce qui concerne les polis, je pense qu'a été distribué le poli de la semaine dernière, mais peut-être pas celui de cette semaine, parce qu'il y a eu un problème de transfert de fichiers trop gros par Internet, et donc on va essayer de régler ça pour la semaine prochaine. Voilà, sinon, donc, bon, maintenant le cours est à 15h30, merci d'être venus à l'heure. Et donc aujourd'hui, je vais parler de la Terre en 3 dimensions. Je vais commencer à parler d'un sujet donc, qui va nous préoccuper pendant le reste du cours. Et je vais faire une introduction à ce sujet en regardant les grands enjeux et aussi les apports de la tomographie sismique. Alors je vais d'abord faire quelques rappels sur la tectonique des plaques, puisque c'est quand même ça qu'il faut garder à l'esprit, c'est que tout ce qu'on essaye de comprendre à l'intérieur de la Terre, c'est pas mal motivé par notre désir de comprendre qu'est-ce qui anime, quelle est la cause de la tectonique des plaques. Donc la Terre, l'écorce terrestre, ou plutôt la lithosphère, donc, puisque ces plaques ont environ 80 km d'épaisseur en moyenne à la surface de la Terre, et la croûte en fait une petite partie. Donc la Terre est divisée en une vingtaine de plaques qui se déplacent les unes par rapport aux autres, donc avec, disons selon la théorie classique, des zones où les plaques divergent, se séparent les unes des autres, et c'est là que la croûte nouvelle est formée, où donc la nouvelle croûte et la nouvelle lithosphère se forment. Et ces plaques, comme donc, dans les rides océaniques, comme le long de la ride est-pacifique ou le long de la ride médio-atlantique, les plaques s'éloignent les unes des autres et la nouvelle croûte est formée. À l'autre bout des plaques, vous avez donc l'inverse, c'est que l'une des plaques plonge sous l'autre plaque, ce sont les zones convergentes, donc les limites de plaques convergentes, où on a les zones de subduction, donc tout autour du Pacifique, surtout dans l'ouest, le nord, l'ouest et le sud du Pacifique, mais aussi en Amérique du Sud. La plaque océanique plonge sous une autre plaque océanique ou une plaque continentale. En moyenne, la surface de la Terre ne change pas de manière significative, donc tout ce qui est formé aux rides va retomber dans le manteau quelque part donc autour de ces zones de convergence. Et ensuite, il y a une troisième limite de plaque, qui est une limite de plaque le long de laquelle une plaque coulisse le long de l'autre, et par exemple donc, le long de la faille de San Andreas en Californie. Donc, ce sont des mouvements plutôt horizontaux. Donc, ces plaques se meuvent les unes par rapport aux autres environ, en moyenne, 5 cm par an. Il y en a qui sont plus rapides que d'autres, mais la moyenne est de cet ordre-là. Donc ça, c'est la théorie classique de la tectonique des plaques, avec des plaques rigides et des déformations uniquement en bordure de plaques. Cette théorie explique un très grand nombre d'observations géophysiques. Je ne vais pas entrer dans les détails dans ce cours, mais c'est vraiment très important, le nombre d'observations qu'elles expliquent. Et malheureusement, on n'a encore jusqu'à présent qu'une explication vraiment qualitative de la raison pour laquelle nous avons une tectonique des plaques. Et donc, quand je vous l'ai expliqué la dernière fois, disons l'analogie ou disons le phénomène simple qu'on invoque, c'est le dégagement de chaleur, par exemple un récipient chauffé par le bas. Dans le cas de la Terre, c'est un mélange de chauffage par le bas et de chauffage par l'intérieur par la décomposition des éléments radioactifs. Donc vous chauffez un fluide ici par le bas. Si vous avez un bouchon à la surface, il va se déplacer. C'est très simplifié et donc ça donne disons une image ou un dessin comme ceci, très très simplifié aussi, où vous avez des grands mouvements de matière donc dans le manteau, des mouvements lents qui donc d'échelle de temps de l'ordre de déplacement des plaques à la surface,
qui vont donc, avec des courants ascendants au-dessus des rides, des courants descendants au-dessous des zones de subduction. Ce modèle est extrêmement simple, il explique énormément d'observations, mais il reste des observations qui ne sont pas du tout expliquées dans ce cadre. Alors, en particulier, la théorie simple de la tectonique des plaques n'explique pas le volcanisme intraplaque. Elle explique pourquoi on a des volcans aux rides océaniques où la nouvelle croûte est formée, pourquoi on a des volcans dans les zones de subduction où vous avez du matériau qui replonge dans la Terre et qui va déplacer de la matière, qui va remonter et par des processus de fusion partielle va réapparaître sous la forme de volcanisme. Par contre, les volcans tels que Hawaï et les chaînes volcaniques médiaux en milieu de plaque, ici la plaque pacifique, ne sont pas du tout expliquées dans ce cadre-là. En particulier, dans le cas de Hawaï et de certaines autres chaînes volcaniques, on observe aussi une progression de l'âge des volcans. Ici, donc, c'est pour la chaîne de Hawaï, qui se continue ensuite par la chaîne des empereurs vers le nord. Ce coude, on l'explique entre autres par un changement dans les directions des plaques à environ 40 millions d'années. Ici, les âges sont en millions d'années. Et vous voyez que les âges des volcans sont de plus en plus jeunes. Plus vous vous rapprochez, donc plus vous allez vers l'est, plus vous vous rapprochez des volcans actifs actuels à Hawaï. En 1971, Jason Morgan a proposé que ce phénomène de points chauds, on appelle ça des points chauds, en anglais hotspots, sont dus à l'émergence de panaches mantéliques, donc de courants montants très étroits, qui viennent donc percer la surface et qui sont stables en fonction du temps. Donc quand les plaques se déplacent au-dessus de ces panaches, et quand elle s'est déplacée, vous avez donc une succession de volcans de plus en plus jeunes. Les points chauds, il y en a un grand nombre tout autour de la Terre. On les a classifiés. Différentes classifications existent. Ici, vous avez, en général, on les classifie en fonction du flux de matière qui est associé avec le volcanisme. Mais bon, ceci, c'est une carte qui classifie les points chauds en fonction de la profondeur possible ou de l'importance possible du volcanisme et de la profondeur possible de leur origine dans le manteau. Donc, le volcanisme le plus important est sur la plaque pacifique, mais on en trouve aussi en Afrique, dans tous les océans et parfois aussi en zone continentale, comme par exemple le volcanisme de Yellowstone. Donc, pourquoi ces panaches volcaniques? Quand on a dans un système convectif, un fluide en convection avec donc un chauffage par le bas, une couche limite chaude à la base, une couche limite froide tout en haut, vous allez avoir des courants montants, donc les courants chauds qui vont être moins denses qui vont monter, les courants froids plus denses vont descendre. Et donc, dans certaines conditions de géométrie, de viscosité du fluide et de température, de différence de température entre le haut et le bas, vous pouvez voir apparaître justement ce qu'on appelle ces panaches. Donc ici, c'est un petit modèle qui a été construit par Cinzia Farnetani de l'IPG de Paris, qui montre l'émergence d'un panache depuis la base d'une couche limite chaude, avec ici donc des variations de température. C'est dans une convection seulement où la viscosité ne dépend pas de la température. Mais vous voyez donc ces panaches. Et donc on distingue un panache par cette tige étroite, si on veut, et une tête beaucoup plus large qui va venir donc s'écraser sur la couche limite donc supérieure.
Ceci, c'est encore une autre image, c'est panache comme ça qu'on voit apparaître dans les modèles de convection, soit numériques, soit bien sûr aussi de manière expérimentale. Et donc, c'est ceci qui a inspiré cette idée de panache mantélique donnant lieu au volcanisme intraplaque. Il y a une autre observation qui est plus ou moins liée, c'est celle des traps continentaux. Donc, traps, c'est un mot anglais qu'on utilise, dont la traduction française n'est pratiquement pas utilisée, mais ce sont des épanchements massifs et soudains de lave basaltique en quantité très grande, bien supérieure à tout ce qui est connu actuellement comme processus volcanique actif actuellement. Ces traps continentaux sont souvent associés avec le début de l'activité volcanique des points chauds majeurs et dont on pense que l'origine, la source, est dans le manteau profond. Ils sont souvent aussi associés à l'ouverture des rifts continentaux et on les interprète, enfin une interprétation possible, c'est qu'ils pourraient être justement les têtes des panaches mantéliques dont les queues seraient donc les têtes se seraient écrasées, auraient déjà terminé leur activité, mais les conduits de chaux étroits continueraient à se manifester sous la forme des points chauds, du volcanisme des points chauds. Donc il existe un grand nombre de ces provinces donc, magmatiques, dont les plus connues sont celles du Décan ou de Sibérie. Donc ici vous avez la distribution de ces traps qu'on date à moins de 250 millions, ceux qu'on date à moins de 250 millions d'années. Il est possible bien sûr qu'il y en ait d'autres dans les océans, mais on en a perdu la trace, puisque les océans, à cause de ce rouleau convectif qui est toujours en action dans les océans, l'âge des océans, on n'a pas d'océan d'âge plus qu'environ 200 millions d'années. Ceci, c'est encore une image d'un panache avec sa queue très étroite et sa tête beaucoup plus large. C'est une expérience cette fois-ci, parce que les images que je vous ai montrées avant, c'était des simulations numériques. Ici, on a injecté de l'eau dans du glucose avec un débit constant par en dessous, et la viscosité de l'eau est 10 000 fois plus faible que celle du glucose, qui a tendance à faire remonter l'eau. Donc la question qu'on se pose, c'est quelle est la source des panaches mantéliques et quel est leur rôle dans la convection, puisqu'ils ne rentrent pas dans le cadre de la tectonique des plaques très simple, et en particulier à quel niveau dans le manteau se situe cette source. On pense qu'elle doit se situer quelque part dans une zone, une couche limite pour la convection. Où est cette couche limite ? La limite noyau-manteau, qui est certainement une couche limite, puisque c'est une limite à la fois chimique entre les manteaux de silicate et le noyau de fer, le manteau solide et le noyau liquide, et donc une candidate préférée, mais ça pourrait aussi se situer à la discontinuité de 670 km, cette discontinuité qui sépare le manteau supérieur et le manteau inférieur. On se pose aussi la question, est-ce que cette source d'épanage représente un réservoir primordial de matériaux terrestres qui n'a pas été échantillonné jusqu'à présent ou qui n'est pas échantillonné par les basaltes qu'on observe dans les rides océaniques. Ceci sont des questions débattues, je vais en parler encore un peu au cours de cette leçon. Bon, ce sont des questions importantes parce qu'en particulier, si la source est à la limite noyau-manteau, le flux de chaleur qui est transporté par les panaches peut nous renseigner sur la proportion de chauffage par le bas, donc le chauffage qui vient du noyau, et le chauffage interne par radioactivité. C'est des questions importantes, en particulier pour la génération du champ magnétique par géodynamo donc dans le noyau, qui dépend... pour l'existence duquel on a des conditions particulières de flux de chaleur à la limite noyau-manteau, donc à la CMB. CMB, c'est pour Co-Mantle Boundary, j'utilise beaucoup cet acronyme, donc c'est la limite entre le manteau solide et le noyau liquide. Donc,
on se pose la question de l'existence, la nature et le rôle des panaches mantéliques, s'ils existent, puisqu'il y a aussi une fraction de la communauté qui pense que les panaches n'existent pas, que les points chauds sont des effets simples dus à des effets de contrainte dans la lithosphère, et donc qui provoquerait de la fusion partielle et qu'on n'a pas besoin d'invoquer des panaches venant du plus profond. D'après les images que vous avez vues, on peut s'attendre à ce que, du moins dans l'hypothèse classique qu'on se fait des panaches, on peut s'attendre à ce que les conduits dans le manteau soient assez étroits et difficiles à représenter par les méthodes tomographiques de sismologie. Donc gardez ça à l'esprit parce que les discussions à ce propos sont assez vigoureuses. Ensuite, il y a la question des hétérogénéités géochimiques que j'ai mentionnées brièvement. Donc les laves basaltiques, on en distingue de deux types. Donc là encore des acronymes. Le MORB, c'est les Mid-Ocean Ridge Basalts, c'est donc les basaltes qu'on observe dans les rides océaniques, dans les volcans des rides océaniques, donc dans les régions d'écartement des plaques et de formation de croûtes nouvelles. Et à l'opposé, on a les Ocean Island Basalts, qu'on appelle les OIB, qui sont les basaltes de ce volcanisme intraplaque au milieu des océans. Et on a observé depuis longtemps que la composition isotopique pour certains éléments traces, éléments chimiques traces, sont différentes pour ces deux types de laves. Donc là, je vous donne un exemple tiré d'un article récent, mais ce genre d'observation est connu déjà depuis les années 80. C'est que, donc, vous voyez ici, donc c'est la façon dont les géochimistes représentent les compositions isotopiques sont en général avec des rapports isotopiques entre des isotopes stables, ici le néodyme 144, et un isotope issu de la décomposition radioactive, ici le néodyme 143, qui est issu de la décomposition radioactive du samarium 147, dont la demi-durée de vie est de 106 millions d'années. Milliards d'années, pardon, giga-années. Et ici, on représente donc, ce rapport isotopique tel qu'il est mesuré dans les roches, donc dans ces laves basaltiques, en fonction d'un autre rapport isotopique, qui est aussi un rapport d'un isotope issu de la décomposition radioactive, cette fois-ci du rubidium, de durée de vie d'environ 49 milliards d'années, à un isotope stable, le 86 samarium. Et donc, vous voyez que les laves échantillonnées se distribuent avec des différences importantes entre ce qu'on observe ici en bleu dans les volcans des rides océaniques et ceux qu'on observe dans les volcans des différents volcans donc, en milieu de plaques, dans les points chauds. L'explication favorite pour ce genre d'observation, c'est que les sources des basaltes ne sont pas les mêmes et que peut-être les points chauds donc échantillonnent une source cachée quelque part dans le manteau profond, alors que les basaltes des rides océaniques auraient été échantillés, donc proviendraient de l'échantillonnage de matériaux plus dans le manteau supérieur. D'autres hétérogénéités existent, ceci n'est pas le seul couple de systèmes isotopiques. Il y a aussi un grand débat sur les hétérogénéités de l'hélium. Il y a deux isotopes de l'hélium qu'on considère. L'hélium 3, qu'on considère être primordial, et l'isotope 4, hélium 4, qui est issu
de la décomposition radioactive de l'uranium-235, l'uranium-238 et du thorium-232. On rapporte, donc ici vous avez en fonction du rapport 4He sur 3He, donc en termes d'une probabilité de densité, c'est une espèce d'histogramme des observations dans les rides océaniques et dans les basaltes des îles en milieu de plaque, donc des points chauds. On rapporte en général, on mesure ce rapport en fonction du rapport dans l'atmosphère de la Terre. Et donc on peut comparer ce rapport avec celui de la photosphère solaire qui est de 318 Ra, où Ra est donc le rapport atmosphérique, et celui des météorites qui est de 90 Ra. Et vous voyez que les rapports qu'on mesure dans les rides océaniques et dans les points chauds sont plus faibles, mais qu'il y a de grandes différences entre on voit une distinction assez significative entre les morbes, donc les rides, et les points chauds qui ont une distribution beaucoup plus vaste. Et donc, encore une fois, on explique une explication favorite pour ces observations, c'est que les basaltes des points chauds échantillonnent un réservoir qui n'a pas perdu ses volatiles autant que ceux des morbes. Donc, comment forme-t-on les hétérogénéités dans le manteau terrestre? La tectonique des plaques est donc une source de formation d'hétérogénéité chimique, puisque le volcanisme implique de la fusion, et les processus de fusion vont faire une ségrégation de certains éléments vont passer dans le produit de fusion, certains vont rester dans le résidu, et donc ensuite, ça va former des hétérogénéités, et ensuite, au moment de la subduction, ces hétérogénéités, ou les produits du volcanisme formés dans les rides, va être réinjectés dans le manteau, et donc va contribuer à remélanger ce système hétérogène. Les échantillons du manteau semblent appauvris en certains éléments lithophiles incompatibles. Ce sont des éléments qui donc préfèrent s'associer avec les silicates donc, du manteau qu'avec le fer du noyau. Et en particulier, les éléments radioactifs les plus courants font partie de ces éléments. Donc encore une fois, on se pose la question de savoir si les réservoirs cachés sont des réservoirs cachés, qu'on ne sait pas où ils sont, mais sans doute dans le monde tout profond, seraient échantillonnés par les parages. C'est important de le savoir d'où ils viennent, s'ils existent, parce que justement, il y a aussi ces éléments radioactifs qui sont impliqués, et donc ça va avoir une incidence sur le budget thermique de la Terre, et donc pour savoir quelle est la proportion de chauffage par radioactivité et par le bas, donc à partir du noyau. Ici, c'est simplement une certaine vue de la géochimie, du cycle géodynamique vu par les géochimistes, avec donc, au milieu des rides océaniques les zones de fusion partielle qui donc, créent des résidus et des produits de la fusion de compositions différentes. Et ensuite, donc, quand ça retombe dans le manteau, vous avez par le phénomène de mélange qui va tendre à tout réhomogénéiser, mais on ne sait pas quelle est l'efficacité de ce phénomène, et donc quel est à l'heure actuelle le niveau d'hétérogénéité et à diverses échelles spatiales, de longueur, à l'intérieur du manteau. Je voudrais dire quelques mots sur le budget thermique et la composition chimique, donc sur ces sources d'hétérogénéité. Donc, on connaît la composition des éléments radioactifs principaux, donc l'uranium, le thorium et le potassium, de la croûte continentale, parce qu'on a les échantillons de cette croûte. Cette croûte est enrichie en éléments radioactifs,
et elle contient à peu près 50% de l'uranium et du thorium contenus dans la Terre. Alors vous allez me dire comment on sait que c'est 50%. On doit avoir un modèle pour cela, et je vais en parler. Et donc on en déduit que le manteau supérieur, au contraire, serait appauvri en éléments radioactifs. Donc comment estimer ces 50% de manière le plus possible précise? Il faut avoir un modèle, donc il faut avoir une idée de la composition moyenne de la Terre et donc faire le bilan de ces éléments radioactifs. Alors, à l'heure actuelle, et je vais vous décrire un peu plus ce modèle, on pense que le bilan des éléments radioactifs dans l'intérieur de la Terre est de l'ordre de production d'environ 20 terawatts de chaleur, ce qui représente près de la moitié du flux de chaleur total qu'on mesure à la surface, qu'on estime qui est de l'ordre de 46 terawatts. Alors les flux de chaleur, donc ici vous avez donc le flux de chaleur sur une carte, donc exprimé en milliwatts par mètre carré, avec un flux de chaleur très important aux rides océaniques. Ici vous avez l'Est Pacifique, ici la ride médio-atlantique, ici l'océan Indien, avec des flux de chaleur en moyenne moins importants dans les continents. Donc la moyenne des continents 65 milliwatts par mètre carré et celle des océans 101 milliwatts par mètre carré. Donc à partir de ces mesures, on en déduit le flux de chaleur total sur la Terre. L'échantillonnage à l'heure actuelle n'est pas tout à fait uniforme. On a plus de mesures. Ici, c'est tous les points rouges dans l'hémisphère nord et sur les régions continentales que dans l'hémisphère sud. Et surtout dans les régions plus polaires, dans les régions de haute latitude, dans l'hémisphère sud. Donc, cette composition de moyenne de la Terre est donc très importante, puisque c'est elle qui va nous fixer la proportion d'éléments radioactifs produisant de la chaleur actuellement dans la Terre. Qu'est-ce qu'on a comme information pour l'estimer? On a deux types de données, bien sûr. On a les échantillons qui proviennent du manteau, ceux qu'on récolte à la surface de la Terre, et on a les météorites. Alors, le modèle de référence classique jusqu'à présent, c'était un modèle dit chondritique, donc basé sur un certain type de météorites. Et donc, ce modèle chondritique tient compte de l'évolution différente des chondrites, donc de ces météorites particuliers qui s'est produite donc dans la nébuleuse solaire au moment de la formation de la Terre et de l'évolution donc qui a suivi à l'intérieur de la Terre qui s'est passée à plus basse température. Donc voilà, donc ça c'est l'image, la nébuleuse qui peu à peu donne lieu à des petits des tout petits morceaux de planètes, puis des plus grosses planètes jusqu'à former notre système solaire. Les météorites en général sont des mélanges hétérogènes de composants avec des températures et des formations différentes dans des conditions différentes. On en distingue, et les chondrites en sont un type particulier qu'on pense être des échantillons du système solaire qui datent d'avant la fusion et la différenciation du manteau et du noyau, parce que j'ai oublié d'indiquer que les planètes, elles, sont différenciées, c'est-à-dire qu'on a séparé les silicates et le métal, et les éléments volatiles dont une grande partie s'est évaporée, mais certains sont restés en différentes proportions. Mais il existe aussi des météorites métalliques, mais voilà, les chondrites sont des... donc les chondrites, en particulier les chondrites séites, qui sont des chondrites carbonacées, sont les météorites qui s'accordent le mieux avec les concentrations qu'on observe dans la photosphère du Soleil, et donc qu'on pense être une bonne référence, disons,
pour le début, donc le moment où la Terre a évolué. Donc c'est différencié, donc avant la différenciation de la Terre. Il faut noter quand même qu'ils renferment plus de volatiles que la Terre. Donc les volatiles, ce sont les éléments tels que l'eau ou le gaz carbonique qui ont tendance à s'échapper. Donc parmi les chondrites, elles ont donc, je vous ai dit, des compositions différentes. Ici, elles sont représentées dans le système SI-MGFE avec les chondrites ordinaires ici qui sont les plus abondantes. 80% des chondrites sont de ce type. Les chondrites carbonacées qui sont les moins métamorphosées et qui constituent à peu près 5% de celles qu'on a récoltées. Et puis, il y a les chondrites anstatites qui s'appellent comme ceci parce qu'elles contiennent une grande proportion d'anstatite MgSiO3. Donc les pourcentages ici sont donnés en masse. Et pourquoi donc on s'intéresse à ces chondrites carbonacées, les chondrites CI? C'est parce qu'elles ont une composition semblable à celle de la photosphère solaire, ici, comme on voit ici, 10 puissance 0, donc 1 ici, c'est la référence solaire, et donc on pense qu'elle représente une certaine moyenne du système solaire. Alors ensuite, pour en venir à la composition moyenne de la Terre, il faut donc tenir compte de l'évolution donc dans différentes conditions de température et de pression de ces chondrites et des matériaux à l'intérieur de la Terre. Donc en particulier des modifications, perte d'éléments volatiles suivies de perte d'oxygène qui vont modifier les compositions. Pour ce qui est de la Terre, il y a en particulier, donc la Terre n'est tout de même pas une chondrite. Et en particulier, on s'aperçoit que pour certains éléments, ici c'est pour le système isotopique 142 de néodyme, 144 néodyme, donc 144 c'est l'isotope stable, c'est toujours celui qu'on met au dénominateur, et le néodyme 142 est issu de la décomposition du sémarium 146, dont la demi-durée de vie est de 103 millions d'années, et donc une très courte durée de vie. Le système isotopique que je vous ai montré précédemment avait des durées de vie très longues, donc en milliards d'années. Ici, on parle juste de 100 millions d'années. Donc, cette décomposition a dû être faite donc, tout au début de la formation de la Terre, et donc représente, est une manifestation donc, de la différence dès le début de la formation de la Terre, avant la différenciation, de la composition de la Terre par rapport à celle de météorites, différentes chondrites. Et vous voyez ici, donc, on mesure cette différence dans ce rapport particulier entre les différentes chondrites et la Terre. Donc la Terre est indiquée ici par 0. Et donc c'est des 10 puissance moins 6, les chiffres ici sont en 10 puissance moins 6, parts per million. Et on voit que en fait, les chondrites carbonacées dans ce système-là ne s'accordent pas avec les observations sur la Terre, et seuls les chondrites anstatiques sont les plus proches de cette Terre. Alors que signifient ces données pour la Terre? Ça signifie, parce que justement ce système-là nous renseigne sur les débuts du système solaire, c'est que le système solaire est dès le départ hétérogène. Les chondrites servent de référence, mais les planètes, et en particulier la Terre, ne sont pas égales aux chondrites. Certains chercheurs pensent que les instatites pourraient être les plus proches de la Terre par, en particulier, les valeurs obtenues ici pour ce système isotopique, mais aussi par leur état de réduction. Ceci donne lieu à de vifs débats à l'heure actuelle. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le modèle est en train d'évoluer. Le modèle chondritique
qui, on l'a toujours su, n'était qu'un modèle pour la Terre, donc un modèle de référence, mais maintenant, la communauté est en train d'évoluer pour penser qu'effectivement, il ne faut peut-être pas du tout référer la Terre à ce modèle, mais donc considérer sa composition peut-être pour elle-même ou de manière différente. Les avis sont partagés sur la question. La raison pour laquelle c'est important, c'est que du coup, tous les calculs qu'on fait sur le contenu en éléments radioactifs de la Terre est basé sur ce modèle chondritique. Donc il va peut-être devoir être un peu modifié. Alors, pour ce qui est donc revenons au bilan thermique de la Terre, donc, qui dépend du modèle de référence, le total, c'est 46 plus ou moins 3 TW estimés à l'heure actuelle. De ceci, nous estimons environ 20 TW provenant donc de la décomposition radioactive des éléments dans la croûte et le manteau principalement, peut-être un tout petit peu dans le manteau. Donc, dans la croûte, c'est la croûte continentale, ce sont les chiffres les plus précis, et on estime les chiffres donc, provenant du manteau appauvri, du manteau supérieur appauvri à environ 2 TW et du manteau inférieur à 10 ou 12 TW. Mais ces chiffres donc, sont déduits du modèle de référence chondritique. Et ensuite, donc, on voit ce qui reste pour la partie qui provient du refroidissement du noyau, ici, et du refroidissement du manteau. Alors, c'est le refroidissement du noyau qui est donc celui qui intéresse le plus les sciences de la Terre, du point de vue donc, de l'évolution thermique de la Terre et de cette question importante de la génération du champ magnétique de la Terre. Et donc, avec le temps, ces estimations varient, vous voyez, des proportions assez importantes. Actuellement, on pense qu'à l'heure actuelle, mais ceci change d'année en année, on pense que le flux de chaleur provenant du noyau est de l'ordre de 5 à 15 terawatts, donc encore des incertitudes assez importantes. On y reviendra sur la façon dont les mesures actuelles de différentes propriétés dans le manteau inférieur peuvent nous aider à déterminer ces chiffres. Et donc pour avoir une dynamo, pour soutenir la dynamo, il faut quelques terawatts. Et donc la différence entre ces deux valeurs peut être assez importante sur le mécanisme de la dynamo et aussi sur l'âge de la graine solide. Donc la graine, quand elle se solidifie, dégage de la chaleur. Et donc, les modèles basés sur différentes valeurs de ces flux de chaleur à travers la limite noyau-manteau vont avoir des conséquences sur l'âge estimé de la graine qui peut varier entre 1 milliard et 3 milliards d'années à l'heure actuelle. Vous voyez que le chauffage par les marées est relativement faible, ne rentre pas vraiment dans ce budget. Bon. Alors, donc, avec toutes ces notions d'hétérogénéité, dans les années 70-80, les géochimistes ont introduit l'idée que le manteau de la Terre était stratifié, et sans doute avec une séparation donc, qui pourrait être au niveau de la discontinuité de 660 km. Je l'appelle 660 ou 670, c'est la même. Ne vous inquiétez pas, je pense que le chiffre de 660 est plus rigoureux à l'heure actuelle pour la profondeur moyenne de cette discontinuité. Donc, pour expliquer les hétérogénéités qu'ils observaient dans les laves volcaniques, ils ont pensé à ce genre de modèle, et ça les arrangeait bien d'avoir donc deux réservoirs, un réservoir échantillonné par les laves, donc un réservoir dans le manteau supérieur, donc abondamment échantillonné, et un réservoir dans le manteau inférieur qui serait uniquement échantillonné de manière très, très faible, peut-être dans les laves des volcans, donc
du milieu des océans, donc les OIB. Mais la tomographie sismique, qui est donc née à la fin des années 80, nous a donc permis d'avoir des images de l'intérieur de la Terre, de la structure actuelle de l'intérieur de la Terre, et elle nous a montré qu'au moins certaines des plaques, et au moins dans certains endroits, pénètrent dans le manteau inférieur. Donc il n'y a pas de séparation complète, du moins, entre le manteau supérieur et le manteau inférieur. Donc il a fallu donc, prendre ça en compte, et donc les modèles géochimiques plus élaborés ont été établis. Et bon, récemment, par exemple, le modèle de Boyer-Carlson qui propose que le réservoir de faible rapport SMND que je vous ai montré donc, au début pourrait être la croûte basaltique qui serait riche en éléments incompatibles avec le produit de fusion, tomber au fond du manteau pour former une région isolée qui pourrait être dans la desgonde. La desgonde, cette région que je vous ai présentée la dernière fois, donc les derniers 200 km du manteau, qui présente certaines caractéristiques sismiques différentes du reste du manteau inférieur. Et le processus qui serait responsable de cette séparation aurait dû se produire dans les premiers 10 millions d'années de la formation du système solaire, ceci par un raisonnement qui dit que sinon il faudrait que ce soit très, très tôt pour empêcher que le réservoir appauvri dépasse la valeur actuelle observée dans les rides océaniques. Donc ça, c'est des considérations géochimiques. En tout cas, à l'heure actuelle, on peut mettre en correspondance différents types, disons, de concepts sur la convection mantélique et sur la circulation dans le manteau. Donc les concepts limites, à une extrême, vous avez une convection à une seule couche où tout le manteau donc, participe de manière plus ou moins uniforme dans la convection, où vous avez les plaques de subduction qui tombent jusqu'à la base du manteau, et vous avez des panaches qui montent de la limite noyau-manteau jusqu'à la surface. Donc ça, c'est un modèle extrême. À l'autre extrême, vous avez ce modèle proposé donc, par les géochimistes dans les années 70 de convection à deux couches complètement séparées, où vous avez un système de convectif donc jusqu'à 660 km de profondeur, avec des zones de subduction qui s'arrêtent donc à cette limite. Je vous avais expliqué la dernière fois qu'il y avait une grande différence de viscosité, de peut-être un facteur 30 ou 50 entre le manteau supérieur et le manteau intérieur, qui pourrait en particulier donc, contribuer à la séparation de ces réservoirs. Et donc à ce moment-là, les panaches proviendraient de cette limite intermédiaire, donc à 660 km, et le manteau inférieur pourrait être donc, animé d'une convection séparée. Et puis il y a plein de modèles intermédiaires, donc avec en particulier des modèles proposés où il y aurait donc un réservoir plus ou moins caché, mais qui pourrait ne pas correspondre à la limite du manteau supérieur ou inférieur, mais qui serait bien plus profond dans le manteau. Alors, donc, se pose la question de la communication ou non entre le manteau supérieur et le manteau inférieur, et donc du rôle de la discontinuité de 660 km, dont j'ai parlé donc, il y a déjà la dernière fois. Alors, je voulais rajouter juste un concept à ce propos. Vous vous souvenez donc que cette discontinuité est attribuée à un changement de phase qui, lui, a une pente de Clapeyron, donc pour lequel, à une pression donnée, la température de la transformation de phase est bien déterminée. Et donc, si vous êtes à une température plus élevée, vous allez avoir la transformation de phase va se produire suivant que la pente de Clapeyron est positive ou négative, la transformation de phase va se produire à une profondeur plus ou moins grande. Alors la discontinuité de 400 km ici, elle est à une
pente de Clapeyron positive. Donc, dans les régions de haute température, la discontinuité pourrait se produire plus profond que la moyenne. Par contre, dans les régions froides, elle pourrait se produire, elle se produirait à des pressions plus faibles, donc à des profondeurs plus faibles. Par contre, pour la discontinuité de 660 km, ce serait le contraire, puisqu'elle a une pente de Clapeyron négative, et donc on s'attend à avoir une discontinuité moins profonde dans les régions de haute température et une discontinuité plus profonde dans les régions de basse température. Alors ceci peut jouer un rôle dans la dynamique, et des modèles numériques des géodynamiciens donc, prévoient différents modes de convection suivant la pente de Clapeyron de la discontinuité de 660 km, donc, qui peuvent donc, varier entre un modèle à deux couches complètement séparées, un modèle qu'ils appellent intermittent, c'est-à-dire un modèle où de temps en temps la séparation est coupée, et donc vous avez des courants descendants qui vont aller à l'intérieur du manteau inférieur, et des périodes et des situations où vous avez une convection à une couche, donc sans séparation aux deux. Et donc ils peuvent, comme ceci, ces différents régimes donc, dépendent du nombre de relais qui est un nombre qui exprime la vigueur de la convection, et donc en fonction de la pente de Clapeyron, ici pour la 660, donc celle de 660 km. Et vous voyez ici la zone en bleu, ici c'est la zone qui serait en accord avec les observations ou les mesures sismiques. Donc on pourrait très bien se trouver dans le cas d'une convection intermittente, où on pourrait avoir des périodes de séparation entre les manteaux supérieurs et les manteaux inférieurs, et des périodes de pénétration. Bon, ceci, ce sont des modèles, hein, il faut faire attention, des modèles qui contiennent énormément d'hypothèses qui ne sont pas forcément réalistes. En particulier, dans le modèle présenté ici, c'est un modèle à viscosité constante, alors qu'on sait très bien que la viscosité à l'intérieur du manteau varie de manière considérable en fonction de la profondeur. Ils ont aussi supposé 50% de chauffage interne, ce qui est également donc une estimation pas forcément précise. Bon, ça, je vais peut-être sauter et je vais donc passer. Donc, vous voyez que la tomographie sismique, hein, ou l'imagerie qui permet de voir les structures à l'intérieur de la Terre, peut être un élément très important donc, pour pouvoir donc, nous guider dans notre compréhension de la façon dont se produit la convection dans le manteau. Alors, on m'a demandé une petite pause. On m'a dit que ça serait bien d'avoir une petite pause, donc je vais avoir 2 minutes pour des questions. Si je peux prendre 2 questions sur ce que j'ai dit jusqu'à présent, simplement pour un peu vous détendre, avant de passer à la sismologie. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Pourquoi est-ce que dans le cas des OIP, il y aurait forcément une même profondeur pour tous? Non, pas forcément. Et justement, certains modèles actuels, si vous regardez les dessins qu'on en fait, donc les dessins conceptuels qu'on en fait, vous montrent des points chauds qui viennent de la CMB et d'autres qui viennent de la 670, et ça, ils pourraient très bien venir d'ailleurs. Pour l'instant, on n'est pas vraiment fixé sur la question. Parce que, comme on le verra, l'imagerie sismique n'a pas encore la résolution pour pouvoir vraiment affirmer l'un ou l'autre. Encore une question? Oui? Oui, est-ce qu'en termes de moment d'inertie, de variation du moment d'inertie, les panaches ont une influence? Je ne pense pas, parce qu'ils sont... Enfin, au moins les panaches tels qu'on les conçoit très étroits ne représentent qu'une très faible variation de densité. Par contre, on va voir qu'il y a des structures énormes donc à la base du manteau qui, elles, pourraient avoir un rôle très important.
Voilà. Bon, ben, ça fait une bonne transition. Je vais continuer. Parce que justement, je vais parler de ça. Donc, que nous enseigne la tomographie sismique? Donc, je vais passer un moment à vous parler un peu des principes de la tomographie sismique. Donc, voilà, un sismogramme. On a parlé des différents types d'ondes sismiques qui se propagent dans la Terre. Donc, il y a deux types d'ondes, les ondes de compression et les ondes de cisaillement. Les ondes P, compression, sont les ondes qui arrivent les premières, donc les primaires et secondaires, les ondes de cisaillement. Et ensuite, vous avez, donc c'est les ondes directes qui se propagent à l'intérieur de la Terre. On les appelle les ondes de volume parce qu'elles se propagent par l'intérieur de la Terre. En suivant des raies. Donc, en première approximation, la théorie des raies s'applique. Et vous avez aussi, ensuite, donc, elles vont se réfléchir, se convertir, se réfracter aux différentes discontinuités à l'intérieur de la Terre. C'est comme ça qu'on a donc pu établir la structure en pelure d'oignon de la Terre dès, disons, la première moitié du XXe siècle. Ensuite, vous avez aussi un autre type d'ondes qui sont les ondes de surface, qui, elles, se propagent le long de la surface de la Terre et dont l'énergie décroît avec la profondeur, décroît exponentiellement avec la profondeur, et cette énergie dépend de la période de l'onde. Je vais y retourner. Les sismologues ont depuis de très nombreuses années, donc dès le début de la sismologie quantitative, ont établi ce qu'on appelle des courbes de propagation de temps. Donc, ils vont mesurer les temps d'arrivée de ces ondes et ensuite les reporter sur des tables. Et ici, en fonction de la distance, qui est toujours mesurée en degrés d'arc, donc degrés d'arc le long de la surface de la Terre, les temps de propagation moyens dans un modèle moyen de Terre pour différentes ondes qu'on peut confronter avec les observations. Ceci donc vous voyez les ondes P, ensuite les ondes P devient une onde diffractée, l'onde PP qui est celle qui se réfléchit à la surface de la Terre arrive un peu plus tard, ensuite vous avez les ondes S, ensuite PPP, donc c'est 3 fois réfléchi à la surface de la Terre, etc. Il y a toute une nomenclature très compliquée, je ne vais pas en dire plus qu'il ne faut. Les principes de la tomographie, donc en principe, on peut mesurer beaucoup de choses, beaucoup de propriétés de ces ondes, mais de manière classique, le plus facile à mesurer, ce sont les temps d'arrivée des ondes qui sont bien séparées sur le sismogramme. Donc les premières arrivées en particulier, puisqu'il n'y a rien avant la première arrivée. Ensuite, les ondes S, éventuellement les ondes PP qui sont ici quelque part, ici on voit à peine, ou les ondes SS. Et donc on compare les temps d'arrivée mesurés à des temps d'arrivée calculés, et ça va nous donner l'idée de ça va nous permettre de faire de la tomographie. Donc la tomographie sismique, c'est le même principe que l'imagerie médicale, ici par exemple un scanner, donc c'est avoir des sources et des sources de vibrations. Dans le cas de la Terre, ce sont donc les ondes élastiques émises par les séismes. Dans le cas de l'imagerie médicale, ça peut être des ondes électromagnétiques ou des ondes acoustiques, les ondes acoustiques ou des rayons X. Et donc, en tomographie sismique, ce sont les ondes élastiques qui vont se propager plus ou moins vite suivant les matériaux qu'elles rencontrent. Et donc, on va pouvoir faire l'imagerie en termes des images en termes de plus rapide ou plus lent que le modèle de référence. Donc, la convention, c'est toujours ce qui est rapide va être bleu, tout ce qui est lent est rouge. Il faut se souvenir de cette convention qui est très importante. Le code des couleurs est établi parce qu'en première approximation, les ondes se propagent plus rapidement dans les zones froides et plus lentement dans les zones chaudes. Vous pouvez retenir ça. Donc le principe de la tomographie, c'est en gros, vous avez un corps ici homogène, par exemple. Bon, dans la Terre, le modèle de référence serait un modèle en pelure d'oignon, mais supposons un corps homogène. Vous avez un certain nombre de sources à la surface et des récepteurs aussi autour de la surface. Et donc ici, comme le corps est homogène, les ondes vont se propager le long de raies rectilignes, des lignes droites.
Et vous allez mesurer les temps de parcours qui vont dépendre de la vitesse du milieu. Donc, si c'est des ondes S, ce sera la vitesse des ondes de cisaillement. Si c'est des ondes de compression, la vitesse des ondes de compression. Et donc, votre corps de départ homogène va vous donner la référence, le temps de propagation de chaque source, à chaque station. Maintenant, si votre corps a en fait des hétérogénéités latérales, vous allez voir que sur certains trajets, les vitesses des ondes vont être affectées par ce qu'elles rencontrent. Donc, par exemple, ici, de la source S2 à la station B, elles vont être accélérées, elles vont aller plus vite dans cette région plus froide, plus rapide. Donc, vous allez avoir ce qu'on appelle une anomalie de temps négative. Donc, les ondes vont arriver plus tôt que prévu dans le modèle homogène. De même, si elles passent par une région chaude, elles vont arriver plus tard que prévu dans une région homogène. Alors, si vous avez un seul ray, vous ne pouvez pas dire grand-chose, mais si vous en avez plusieurs, vous voyez que vous allez pouvoir déterminer rapidement quelle est l'étendue géographique de certaines régions, de la région anormale. Et plus vous avez de rays qui se croisent dans différentes régions, et plus vous allez avoir de résolution dans vos images. Donc ça, c'est une vue très simplifiée de la tomographie, mais ça explique bien le principe. Le problème de la sismologie, c'est qu'on ne peut pas disposer d'une distribution uniforme de stations et de sources, de récepteurs ou de senseurs et de sources, comme en imagerie médicale. Et c'est la raison pour laquelle on a du mal à avoir, encore à l'heure actuelle, des images extrêmement claires de l'intérieur de la Terre. Donc je vais en parler un peu plus. Donc, dans la méthode classique, on utilise les variations dans les temps de parcours des ondes sismiques pour déterminer les régions de vitesse lente ou rapide par rapport à un modèle de référence. Prenons par exemple le PREM, donc le modèle à pelure d'oignon que je vous ai présenté la dernière fois, qui est un modèle de référence utilisé depuis 30 ans, mais encore considéré comme un très bon modèle de référence. Et donc, on applique la théorie des rays. C'est un problème non linéaire, inverse non linéaire, qu'on va linéariser et résoudre avec des itérations successives. Donc encore une fois, ici, vous voyez, bon, là c'est une géométrie différente. Si vous avez une anomalie lente dans un milieu rapide, vous allez avoir certaines observations vous donneront des temps tardifs et d'autres des temps normaux. Et donc par comparaison, vous allez pouvoir voir que cette anomalie est issue de cette région-là, et plus vous avez d'observations, plus vous allez pouvoir résoudre la forme et donc aussi l'amplitude du contraste de vitesse entre les régions chaudes et les régions lentes. Alors tout ça, ça s'exprime mathématiquement par un système d'équations qui font intervenir une grande matrice à inverser. Et cette matrice, en général, n'est pas bien conditionnée dans le cas de la Terre, qui est l'un des problèmes principaux de la tomographie. Alors pourquoi la distribution des sources et des stations n'est pas uniforme? La plupart des sources sismiques, donc on utilise les vibrations engendrées par les sources naturelles, parce que les explosions nucléaires, il y en a eu d'assez fortes dans les années 60, mais elles sont bien sûr interdites actuellement. Et donc, il faut tout de même quelque chose d'équivalent à magnitude 5 ou de préférence même 6 pour pouvoir avoir des observations avec un niveau signal sur bruit suffisant. Et donc, la plupart des séismes se trouvent en limite de plaque. Donc, suivant encore ceci, vérifie encore une fois au premier ordre la théorie de la tectonique des plaques, c'est que les déformations, les séismes manifestent les déformations sont surtout aux limites de plaques, ici dans les zones de subduction où vous avez en couleurs différentes les séismes à diverses profondeurs qui illuminent le fait que les plaques plongent en profondeur. Donc vous avez une sismicité qui exprime l'interface entre la plaque plongeante et la plaque surjacente. Les séismes les plus profonds se trouvent à environ 700 km de profondeur.
Puis on a aussi beaucoup de sismicité le long des rides océaniques, médio-océaniques, vous les voyez très bien ici, et de temps en temps un peu de séisme donc intraplaque. Mais cette sismicité, ici vous voyez sur 15 ans, on arrive à dessiner assez bien les limites de plaques au niveau global, mais il faut attendre un grand nombre d'années pour pouvoir vraiment donc, avoir des sources de bonne qualité dans toutes ces régions, et on est loin d'une distribution uniforme. De même, donc ça c'est encore une fois une autre représentation de la sismicité aussi sur une durée de 10 ans ici, ou de 11 ans, avec aussi la taille des séismes qui vous montre que les plus gros séismes se produisent dans les zones de subduction. Donc l'autre problème, c'est que les stations, on a aussi du mal à les répartir de manière uniforme autour du globe, puisque c'est difficile d'installer des stations en fond de mer, c'est très coûteux et techniquement difficile, et jusqu'à présent, malgré des efforts qui ont commencé il y a plus de 25 ans, on n'a encore pas de station, d'observatoire permanent, vraiment permanent au fond des océans. Le seul, donc loin des côtes, parce que près des côtes, les stations existent, mais elles ne sont pas aussi utiles du moins pour la tomographie globale. Ici, les points que vous voyez au milieu des océans, ce sont tous des îles. Les îles ne sont pas des endroits vraiment favorables à l'installation de stations sismiques parce qu'elles sont en général dans des régions très affectées par le bruit de fond provenant de la houle et du vent. Et donc il y a énormément de trous dans la distribution des stations du fait que 2/3 de la Terre est couverte par les océans. Je voulais dire un mot des instruments. À l'heure actuelle, les instruments, pour ce qui est de la tomographie globale et de la sismologie globale, donc, les instruments favoris sont des instruments de très large bande passante. Donc, ce qu'on appelle très large bande passante en sismologie, c'est une bande allant d'environ 10 Hz de période jusqu'au mode fondamental le plus grave de la Terre, qui est près d'une heure, 54 minutes. Et ces instruments existent depuis les années 70, et avec l'enregistrement digital et les possibilités de grande dynamique, elles nous fournissent des enregistrements de très grande qualité, qui sont distribués actuellement sur un grand nombre de stations, qui font partie de réseaux nationaux qui ensuite coopèrent au niveau international dans une fédération de réseaux sismographiques digitaux, dont la France en particulier, la France participe avec une trentaine de stations du réseau Geoscope. Alors revenons aux ondes utilisées pour la tomographie. Donc je vous ai dit que de manière, disons, la tomographie telle qu'elle est pratique, ce qui est le plus facile, c'est de mesurer les temps de propagation des premières arrivées, des ondes P, PP, S et SS. Parfois aussi, on ajoute les ondes SCS qui se réfléchissent sur la limite noyau-manteau, ou les ondes SKS qui donc se convertissent en ondes P dans le noyau, puis en ondes S de nouveau dans le manteau, pour établir des systèmes d'équations pour la tomographie globale. Donc les mesures de temps sont précises dans ce cas-là. On se place en général dans le cadre de la théorie des raies, donc que l'énergie se propage le long de raies infinitésimaux et qu'il se propage suivant les lois de la réfraction, donc lorsqu'elle rencontre des discontinuités ou des variations de structure. Ce sont des méthodes itératives donc, pour linéariser le système, et la paramétrisation en général de ces modèles dans ce cadre d'inversion de back projection sont des paramétrisations locales où on définit le modèle en chaque point de la Terre, par exemple dans des blocs ou d'autres paramétrisations. Alors, si on utilise ce genre de données, elles sont
elles permettent d'avoir une très bonne résolution dans les zones où on a à la fois de nombreuses stations et de nombreuses sources. Alors ceci, bien sûr, c'est dans les zones de subduction, où on a énormément de sismicité, aussi de la sismicité profonde, et aussi un grand nombre de stations sur la partie continentale. Et là, ce que vous voyez ici, c'est une représentation de l'échantillonnage à deux profondeurs différentes. Ici, donc juste en dessous de la limite manteau supérieur, manteau inférieur, entre 660 et 870 km de profondeur. Et donc, vous voyez que les zones de bon échantillonnage sont indiquées en bleu, et donc ces zones de subduction sont bien illuminées. Par contre, les océans le sont très peu. Et quand vous allez à la base du manteau, vous avez un échantillonnage plus uniforme, mais moins dense de manière générale. Donc, cette tomographie basée sur les temps de propagation des ondes de volume, elle a été très utile pour faire, disons, l'imagerie des zones de subduction. Et ici, vous avez donc quelques coupes dans des modèles déjà assez anciens, donc datant de 1998, à travers plusieurs zones de subduction autour de la Terre, où vous voyez, donc en bleu, vous voyez donc ces plaques de subduction qui s'enfoncent donc à partir de la surface dans le manteau. Vous notez ici en pointillé la limite de 670 km, la discontinuité de 410 aussi, et puis est indiquée aussi la profondeur du 1700 km parce que dans l'article dont ceci a été tiré, les auteurs ont disons, proposé qu'il y avait peut-être aussi une limite à la pénétration à environ 1700 km de profondeur, mais ceci n'est pas du tout confirmé encore. Mais regardant ce qui se passe un peu au-dessus, vous voyez que dans différentes zones, on voit un comportement différent. Par exemple, ici au Japon, donc sur la coupe BB', vous voyez cette plaque froide, rapide, qui s'étale, qui a l'air de s'étaler sur la 660, qui ne pénètre pas. C'est le même au sud du Japon, ici en CC', vous avez le même comportement. Par contre, ici, donc, en zone, donc en Eurasie, zone de convergence de l'Eurasie, on a l'impression que la plaque de subduction plonge assez abruptement et va encore plus profond. Et de même, peut-être, donc en Indonésie, ici, des déprimes, vous voyez une forme, une anomalie rapide qui a l'air d'être en continuité de cette plaque de subduction. Et donc là, ici, cette coupe FF' est une coupe très célèbre parce que lorsqu'elle a été publiée pour la première fois, cela a donc créé beaucoup d'animation dans le milieu géochimique, puisqu'elle donne l'impression, enfin peut-être pas très bien ici, que la zone de subduction en fait plonge très très profond, pratiquement jusqu'au fond du manteau. Alors, les détails de ces images sont encore débattus jusqu'à présent, mais on constate tout de même, parce qu'on peut penser que cette anomalie-là provient d'un manque de résolution, disons, d'un étalement de l'anomalie dû au manque de raies croisées dans ce domaine de profondeur. Mais les modèles plus récents semblent quand même confirmer que dans certaines régions, on voit des anomalies correspondant aux zones de subduction qui pénètrent donc plus profond que qu'à 660 km. Ici, c'est un modèle plus récent en Indonésie qui, encore une fois, montre des comportements différents. Je ne vais pas vous expliquer tout ce qui est dans ce modèle parce qu'ils ont aussi essayé de reconstituer à partir des coupes tomographiques l'historique de la subduction dans la zone de convergence de l'Inde et de l'Eurasie. Mais vous voyez qu'à différents endroits, la continuation de la zone de subduction semble se prolonger à différentes profondeurs. Ici, je montre un modèle tout récent, c'est un modèle donc, japonais de Fukao et Obayashi. Je vais montrer deux types de coupes. Ici, au Japon, où vous voyez qu'on a vraiment l'impression, enfin très, très nette, que la zone de subduction s'étale
au-dessus de la 660, qu'elle ne pénètre pas du tout en plus profond. Donc ce sont plusieurs coupes, ici celle-ci donc au nord de Honshu, et ici donc sur la partie nord de l'arc du Bonin, et on voit à peu près la même chose. La sismicité est indiquée, vous voyez bien qu'on suit vraiment très bien la zone de subduction dans ces modèles. Par contre, ici c'est donc la région de Tonga et Kermadec, où on a l'impression, au contraire, où les images montrent que les zones de subduction s'étalent peut-être au-dessus de la zone de 660 km, mais il y a une anomalie qui semble donc continuer, enfin, reposer sur une limite donc, qui ne se manifeste pas, du moins encore de manière très claire. On n'est pas associé à une transition de phase connue ou une discontinuité sismique connue, mais on a l'impression que ça s'arrête de manière générale vers 1000 km. Donc ceci est donc l'objet de débats actuels sur la qualité de ces images tomographiques, mais qui devient au fur et à mesure où on assemble les données sismiques et donc de plus en plus nombreuses, de plus en plus meilleure qualité, donc ces images deviennent de plus en plus fiables. Alors, les ondes de volume sont très utiles, ces temps de propagation d'ondes de volume sont très utiles dans les zones de subduction. Par contre, elles ne nous donnent pas une idée bien précise des anomalies de grande échelle globale, puisque en particulier elles n'échantillonnent pas bien les océans. Pour cela, donc ici je résume encore une fois les raies, donc les ondes de volume qui sont un des outils de tomographie. L'autre outil complémentaire, ce sont les ondes de surface, donc, qui elles se propagent le long de la surface et donc vont nous permettre d'échantillonner les distances, disons, d'une source à un bout de l'océan, à une station à l'autre bout de l'océan, vont nous donner une idée de la structure moyenne sur des trajets à travers les océans en particulier. Donc, les propriétés des ondes de surface, c'est que l'énergie décroît avec la profondeur. Ces ondes sont dispersives, la vitesse de propagation dépend de la fréquence. On le voit très bien ici, c'est un train d'ondes de surface où vous voyez les longues périodes arriver en premier, puis des ondes de plus en plus courtes périodes. Caché ici, il y a ce qu'on appelle une phase d'Airy, vers 250 secondes de période, qui arrive aussi en même temps que l'énergie de plus courte période. Ces ondes de surface contiennent l'énergie longue période engendrée par les séismes et elles ont une grande amplitude qui domine les sismogrammes. Donc on mesure cette dispersion des ondes. En général, on le mesure dans l'espace des fréquences, mais on peut aussi développer des méthodes de comparaison de sismogrammes synthétiques avec les sismogrammes observés. Et cette dispersion qui dépend de la fréquence va nous renseigner. C'est en fait une mesure de temps, un temps qui dépend de la fréquence, donc va nous renseigner aussi sur la structure en profondeur, puisque cette dispersion est associée avec le fait que plus l'onde est de longue période et plus elle pénètre profond dans le manteau, donc elle va voir des vitesses ou des structures différentes, de plus en plus rapides en moyenne. Alors oui, voilà, donc ici ça représente la sensibilité des ondes de Rayleigh. Il y a deux types d'ondes de surface, les ondes de Rayleigh qui ont un mouvement de particules elliptique dans le plan vertical qui contient la direction de propagation, et les ondes de Love qui correspondent à un cisaillement perpendiculaire à la direction de propagation. Ici, ce sont les ondes de Rayleigh, sans entrer dans les détails. Donc vous voyez qu'à différentes périodes, ici de 10 à 60 secondes, chaque courbe de la couleur différente représente des ondes de différentes périodes. Elles vont échantillonner de préférence une partie différente du manteau. Ici, c'est en kilomètres, c'est vraiment le manteau supérieur. On est à assez courte période, mais on mesure ces ondes de surface jusqu'à plus de 200 secondes de période. Et donc, vous voyez que les ondes de plus longue période vont ici échantillonner à 100 km et plus, alors qu'à 10 secondes, il y a aussi les ondes de Love et il y a aussi les ondes de Love ici, Rayleigh et Love. Mais à 10 secondes en Rayleigh, vous voyez qu'on échantillonne seulement les parties superficielles. Donc ceci nous donne une certaine résolution de la structure en profondeur. À l'heure actuelle, on développe des méthodes plus sophistiquées
parce que les ondes de surface ne constituent qu'une seule partie du sismogramme, les ondes de volume dont on mesure les temps d'arrivée en constituent une autre, mais on a beaucoup plus d'informations dans les sismogrammes et on souhaite compenser le fait qu'on n'a pas une distribution uniforme de sources et de stations par le fait qu'on a énormément d'informations entre toutes ces ondes principales et donc qui représentent toutes les réflexions, les conversions, etc. d'énergie à travers la Terre et qu'on peut aussi exploiter si on fait de la modélisation de la forme d'onde. Donc à l'heure actuelle, on s'oriente vers des méthodes où on compare un sismogramme observé avec un sismogramme qu'on appelle synthétique, un sismogramme calculé dans un modèle donné de Terre. Et la comparaison va nous permettre, donc les différences entre les deux vont nous permettre d'ajuster le modèle progressivement donc, par une méthode tomographique. Alors, le progrès en la matière, en ce qui concerne donc, les modèles basés sur les ondes de longue période, est assez... je voulais contraster un modèle, un des premiers modèles tomographiques ici en 1984 de Woodhouse et Dziewątki. Donc ici, c'est une carte de l'image à 100 km de profondeur de ce modèle. Ce qu'on voit ici, c'est les variations latérales relatives des vitesses des ondes S par rapport à la moyenne, à cette profondeur, et donc qui varie ici, vous voyez, de plus ou moins 5%. On voit très bien se dessiner les régions lentes le long des rides océaniques et aussi dans les régions en arrière des arcs insulaires, donc ici le long du Japon, là où il y a ce volcanisme en zone de subduction. On voit se dessiner les régions rapides ici qui correspondent aux parties les plus anciennes des continents, le craton australien, la Sibérie ici, le continent nord-américain avec le craton canadien, ici brésilien, etc. On voit aussi disons, le refroidissement de la plaque ici dans l'océan Pacifique en fonction de l'âge. Donc plus la plaque, plus on est loin de l'aride, donc plus la plaque est refroidie et donc on s'attend à voir des vitesses plus rapides. Donc déjà à l'époque, on voyait les grandes lignes de la structure. À l'heure actuelle, on voit, disons, avec plus de détails. C'est juste un exemple d'un modèle que nous avons construit récemment, donc basé sur la forme d'onde. On retrouve les mêmes grandes, lignes qui nous indiquent en particulier que la structure de la Terre est assez particulière, avec des grandes provinces de structures relativement uniformes, au moins à cette échelle, et avec peut-être des bords assez bien marqués. On y reviendra. Donc, qu'est-ce que nous apprend la tomographie globale à l'heure actuelle? Donc, à 100 km de profondeur, je vous l'ai déjà dit, donc ça c'est encore une vue d'un modèle récent, donc une carte à la profondeur de 100 km, donc des vitesses des ondes S, qu'on peut donc en première approximation interpréter en termes de température, mais il y a aussi bien sûr la possibilité d'influence de composition. En particulier, on sait que dans les continents, l'influence de la composition de la lithosphère continentale est importante. Donc on voit bien cette correspondance des zones chaudes avec les régions des rides océaniques et des régions en arrière des zones de subduction. Et donc les rides étant donc plus chaudes, dans la région en arrière des zones de subduction, le volcanisme et l'extension sont présentes, donnant lieu à des régions plus lentes aussi. Et donc dans les continents, la lithosphère continentale plus froide et plus épaisse donc donne lieu à des variations plus rapides. Donc à 100 km de profondeur, la structure dont on fait l'imagerie tomographique nous reflète bien la tectonique des plaques. On voit ce à quoi on s'attend d'après un modèle simple de tectonique des plaques. Si on voit plus profond, et je vais là tout de suite à 600 km de profondeur, l'image change assez considérablement. On perd la correspondance avec les rides et les barques-arcs, et on voit apparaître
une correspondance avec les zones, les régions de zones de subduction, ici dans l'Ouest Pacifique, donc plus rapide que la moyenne, et dans une certaine mesure en Amérique du Sud. On voit encore l'océan Pacifique en moyenne un peu plus lent que la moyenne, mais on voit aussi que l'amplitude des anomalies a diminué considérablement. Ici, dans ce modèle particulier, de moins 5 à plus 5%, et ici, on est déjà à moins de la moitié en amplitude. Alors, si on, donc, la correspondance avec les modèles que je vous ai montrés précédemment, donc basés sur les ondes de volume. Ici, je montre quelques coupes qui correspondent bien donc à 600 km à l'étalement possible des zones de subduction dans ces zones-là. Donc ici au Japon. Ensuite, ici, par contre, en Amérique centrale, c'est une zone où on pense que, où les images nous indiquent peut-être que la zone de subduction plonge plus profondément. Et ici, dans la région de Tonga-Kermadec, correspond à une région où elle pourrait s'enfoncer, mais pas forcément jusqu'à des très grandes profondeurs. Alors, si on va maintenant à 1000 km, on a encore cette correspondance, mais elle se limite à certaines zones particulières. Donc ici, Indonésie, Fidji, Tonga, et une certaine Amérique centrale, Amérique du Sud, alors que les autres zones de subduction ont plus ou moins disparu. Ce qui est donc là, je répète cette carte à 1000 km de profondeur. Ce qui est le plus frappant, c'est quand on arrive à la limite noyau-manteau, on voit une structure complètement différente. On voit une structure qui est dominée par deux régions lentes, plus lentes que la moyenne, l'une centrée, plus ou moins équatoriale, pas tout à fait, mais plus ou moins, l'une centrée sur le Pacifique, l'océan Pacifique, et l'autre sur l'Afrique, et avec un anneau de vitesse rapide les entourant. Et ça, cette structure donc, ne correspond pas du tout à la tectonique, enfin, à ce à quoi on s'attend par la tectonique de surface, et on va parler de ces structures-là abondamment tout au long du reste de ce cours. Alors ici, je résume simplement pour que vous puissiez vous habituer à ces images. Donc à 100 km, la 100 km reflète la tectonique des plaques. Quand on s'enfonce, la structure change. On voit apparaître l'effet dominant des zones de subduction. Et puis, quand on arrive tout en bas, la structure a complètement changé. Il y a d'autres éléments importants à retenir. C'est l'amplitude des variations latérales. Je vous ai déjà dit qu'on descend ici, qu'on a des amplitudes assez larges, assez grandes, donc de 10%, plus ou moins 5%, donc près de la surface, et ensuite ceci diminue, mais ça va augmenter un peu à la base du manteau, ce qu'on représente ici en regardant l'amplitude, la variabilité dans l'amplitude des hétérogénéités, donc des profils dans plusieurs modèles tomographiques. On contraste les modèles développés par différents groupes de recherche qui chacun utilise un ensemble de données un peu différents, des techniques de tomographie un peu différentes, une théorie un peu différente, une paramétrisation différente. Et bien sûr, on essaye de recouper pour voir la partie stable des images. Et donc on voit très bien ici les hétérogénéités latérales qui diminuent avec la profondeur assez rapidement. Donc on détecte ici cette couche limite pour la convection, de la couche limite de surface. Et ensuite, dans l'ensemble du manteau inférieur, l'amplitude des hétérogénéités est assez faible pour augmenter sensiblement lorsqu'on s'approche de la base du manteau, donc de cette autre couche limite, à la limite entre le manteau solide et le noyau liquide. Ce qui se passe à la zone de 600 km est un peu moins clair, mais d'apparence, on a aussi peut-être une certaine transition ici avec vraiment une diminution de l'amplitude quand on passe dans le manteau inférieur. L'autre façon de voir ceci, c'est en regardant un spectre de puissance. Donc là, on regarde des longueurs d'onde.
qu'on voit donc les longueurs d'onde spatiales qu'on voit dans les modèles. Donc ici, on contraste 3 modèles par 3 groupes différents. Et on les classe par, on fait donc une transformation de Fourier spatiale. En fait, sur la Terre, on exprime ça en harmoniques sphériques. Et ces harmoniques sphériques, qui sont donc la base de développement donc naturel sur la sphère, ont un certain nombre des degrés. Les degrés faibles correspondent aux plus grandes longueurs d'onde. Et vous voyez donc à la surface, près de la surface, on a des longueurs d'onde, on a une grande puissance, donc on a beaucoup d'hétérogénéité jusqu'à des longueurs d'onde allant jusqu'à environ 1000 km, puis ça diminue, et dans le manteau profond, on a 2 zones qui sont dominées par des très très grandes longueurs d'onde. Et ça, on le voit donc à la base du manteau, c'est très frappant. C'est pour ça qu'on voit ces 2 zones dans le Pacifique et sous l'Afrique sont si frappantes. C'est qu'en fait, elles représentent une hétérogénéité à très grande longueur d'onde qui est dominée par ce qu'on appelle le degré 2. Je vais en parler un peu plus. Ici, vous avez une comparaison des cartes à 2800 km de profondeur, donc 100 km au-dessus de la limite noyau-manteau. Cartes développées donc par différents modèles, où vous voyez certaines variabilités dans les modèles, mais on retrouve tout de même pas mal de correspondance avec ces 2 régions chaudes, enfin ces 2 régions lentes, entourées d'un anneau rapide dans tous ces modèles. Et donc ces zones-là, on peut aussi les regarder en coupe. Et là, je montre 2 coupes à travers l'océan Pacifique. Donc, en fait, ce qui est représenté dans cette carte-là, c'est l'atténuation dans le manteau supérieur. Je ne vais pas en parler. Mais vous voyez ici une coupe à partir de la limite noyau-manteau, donc dans le manteau inférieur jusqu'à 670 km. La coupe AB, donc en travers ici, est-ouest, et la coupe CD du nord-sud, qui vous montre la morphologie de ces zones qui sont très étalées à la limite noyau-manteau, jusque peut-être 200-300 km au-dessus, peut-être 400 au-dessus de la limite noyau-manteau, et qui ensuite sont continuées par des régions lentes encore, mais qui ont l'air de se rétrécir. Et il y a une correspondance avec ce qu'on voit près de la surface, j'en parlerai plus tard. Encore une représentation de ces zones qu'on appelle par différents noms, on les appelle mégapanaches. Les sismologues aiment bien les appeler mégapanaches. Les dynamiciens n'aiment pas du tout ce nom, parce que pour eux, les panaches, c'est les petits trucs que vous avez vus au début, avec des tiges très étroites et des grosses têtes. Et donc, du point de vue dynamique, ils considèrent que ça n'a pas beaucoup de sens de les appeler mégapanaches. Donc, on leur a attribué un nom très barbare qui est LLSVP. Donc, vous verrez cet acronyme un peu plus tard, qui est pour Large Low Shear Velocity Provinces. Mais on préfère toujours mégapanache, et je parlerai de mégapanache parce que c'est plus facile. Mais vous voyez ici, c'est représenter certains contours donc de vitesse lente et de vitesse rapide qui montrent, centrés ici sur le Pacifique, donc qui montrent ce mégapanache du Pacifique. De l'autre côté, vous avez celui de l'Afrique et l'espèce d'anneau de vitesse rapide autour. Quand on en extrait les plus grandes longueurs d'onde, c'est-à-dire justement ce qu'on appelle le degré 2, on voit apparaître, donc encore une fois ici, dans 3 modèles différents, on voit apparaître, donc, les modèles s'accordent très bien, les différents modèles, à ce niveau de longueur d'onde pour l'emplacement de ces panaches. Et on les voit apparaître, le degré 2, bien centré sur l'équateur. Ici, c'est l'axe de rotation de la Terre, avec cet anneau de vitesse rapide donc, qui passe par le pôle. Et cette configuration, donc très simple et très particulière, justement, est une configuration d'énergie optimale d'énergie pour ce qui est des moments d'inertie de la Terre. Ces moments d'inertie ne dépendent en effet, qui sont donc associés avec la rotation de la Terre, ne dépendent que du degré 2 des structures.
Donc, on en parlera plus tard, mais il est probable, enfin, on a certains éléments pour penser que ces structures sont en fait stables depuis longtemps et qu'elles peuvent jouer un rôle important dans la dynamique du manteau. Nous y reviendrons. Ce qui est indiqué en jaune ici, ce sont les mouvements du pôle de rotation de la Terre dans les derniers 250 millions d'années. La légende a disparu. Il faudrait que je la remette. Donc voilà, je pense que je vais m'arrêter là parce que gardez à l'esprit, puisqu'on va parler surtout du manteau inférieur et du manteau profond, ces structures très particulières qu'on trouve énigmatiques, qu'on trouve à la base du manteau et dont on va se poser la question de leur origine, leur nature et leur rôle dans la dynamique du manteau. Voilà, je vous remercie.